Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Bienvenue à cette troisième séance pardon, de notre séminaire Genre et méthode. Donc, aujourd'hui, notre séance va porter sur, s'intitule Méthodologie et décolonisation, pardon, enjeux, débats et outils. Donc, je rappelle que le séminaire Genre et méthode a vocation à discuter des questions de méthode, de genre, d'épistémologie, euh, dans les études féministes intersectionnelles et de genre. Donc, on va d'abord écouter donc deux personnes. Donc, tout d'abord, ce sera Sandip Bakshi. Sandip est maître de conférences en études queer et postcoloniales à l'Université de Paris. Ses recherches portent sur l'énonciation transnationale queer et décoloniale des savoirs. Il a réalisé son doctorat à la School of English, Université de Lancaster, au Royaume-Uni. Il a également travaillé au Havre et il a co-rédigé plusieurs ouvrages, dont Decolonizing Sexualities en 2016 et un ouvrage sur Decolonial Trajectories en 2020. Donc, Sandip Bakshi, sa présentation donc est imminente et j'ai un trou de mémoire, Sandip Bakshi, sur le titre de votre présentation que vous n'allez tout de suite nous diffuser. Alors, peut-être vous pourrez partager le diaporama, Sandip. On l'a fait tout à l'heure, donc ça devrait fonctionner. Voilà, merci. Sur méthodologie et décolonisation, enjeux, débats et outils. Merci Sandip. La parole est à vous. Donc, le format, on a à peu près 40 minutes de présentation et ensuite la place aux échanges. Merci beaucoup, merci Hélène, merci, bonjour à tout le monde et je souhaite remercier vivement de tout cœur les organisatrices de ce séminaire Genre et méthode, Léna Hubner de Crisis et Hélène Bourdelois, que je connais depuis le Cité du Genre, je crois, de l'APSIC, pour l'invitation à présenter mes réflexions, parce que ce ne sont que des réflexions. Comme vous savez, le champ théorique décolonial, il n'est pas vraiment un champ théorique, mais plutôt une approche. Et les études queer, on appelle ça théorie queer, mais aussi les études queer. Donc, j'essaie de marier les deux et on va voir ce qu'il va en sortir. Merci également à vous, toutes et tous, d'être venus, ES, aujourd'hui assister à cette séance de séminaire. Donc, je m'appelle Sandy Bakshi et comme Hélène avait dit, mes recherches se situent dans les interstices de culture et littérature postcoloniale et je m'intéresse depuis 2010 quand on avait fondé le Decolonize Queer en Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, je m'intéresse à l'approche décoloniale. Donc, cette communication, bien sûr, fait partie, comme beaucoup de travaux en ce moment que je mène, à mes recherches en cours et donc, elle portera les signes d'un travail incomplet. Donc, je m'en excuse d'avance. Donc, c'était en 2016 que j'ai commencé cette réflexion par une construction. Et la construction que je fais allusion dans le titre, Queeritude décoloniale, qui était au fait Decolonial Queerness en anglais. En d'autres termes plus simples, je vise tout simplement à ouvrir le champ décolonial et les études queer aux possibilités d'une lecture croisée. Donc, il me semble que je peux rappeler certaines certitudes. Oh, excusez-moi. Voilà, donc cette lecture croisée, ce qui est certain, c'est mon tout premier constat, c'est que ces deux théories, deux champs avérés d'études critiques visant à la transformation des relations sociales, à la justice sociale, l'égalité, et relevant les inégalités qui sont présentes dans nos sociétés, pointant les discriminations, ne peuvent s'ignorer pendant longtemps. Et ça, on voit bien que quiconque a entendu parler du décolonialisme ou décolonialité, comme on dit en anglais, c'est combien l'antidisciplinarité est important et quiconque a travaillé avec la matière queer connaît sa proximité avec la résistance à la norme.
Or, justement, les deux champs de recherche demeurent rigoureusement disciplinaires, voire disciplinés, et pourtant, les possibilités de croisement restent souvent nombreuses et mal exploitées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler mon plan en deux parties, c'est-à-dire je vais étudier, esquisser les prémices d'une lecture croisée de la théorie décoloniale et les études queer. Dans un premier lieu, j'étudierai certaines propositions décoloniales sur les plans théoriques et soulèverai les questions qui me semblent importantes. Et par la suite, dans la deuxième partie, je me pencherai sur la potentialité de l'émergence décoloniale queer pour esquisser les enjeux de décolonisation queer en Inde, une sorte de lecture croisée. Je vais donner des exemples concrets et je vais faire en sorte qu'on comprend comment j'utilise le terme décolonisation. Donc, pour moi, des deux objectifs capitaux orientent ces travaux que j'entreprends. Le premier, c'est d'ordre scientifique, à développer une approche interdisciplinaire, même antidisciplinaire, si on peut le dire, à formuler une critique du contrôle étroit de la discipline des sciences humaines. Celui-ci ne présage en aucun cas un manquement de rigueur scientifique dans le développement de ladite antidisciplinarité, car il consiste à élargir la notion d'un théoricien décolonial, Walter Mignolo, qui parle de désobéissance épistémique, epistemic disobedience. Cette approche interdisciplinaire embrasse à la fois les grilles de lecture établies par les théories queer et décoloniales ou études décoloniales dans le but de proposer les outils pour une critique décoloniale des énonciations transnationales du queer. Le deuxième, c'est beaucoup plus géoculturel, aspire à formuler une critique plus complète du mouvement queer indien, dominé par l'élite de la langue anglaise, une des 6 langues impériales, comme on connaît dans le monde, selon les études décoloniales. La question à se poser, c'est effectivement dans quel but faire cette lecture croisée. Est-ce que la théorie décoloniale pourra faire avancer nos réflexions sur le queer ou vice-versa? Pour moi, le queer est une catégorie s'exprimant une colonialité du pouvoir qui doit être interrogée sur son propre eurocentrisme tout en introduisant les langues autres qu'impériales pour que le queer devienne un mouvement de transformation sociale. Le langage de queer, comme on sait tous, quand on est dans les pays du Nord ou maintenant dans les pays du Sud même, c'est investi excessivement par les obligations autour de coming out, le mariage, les droits, etc. Je ne suis pas contre, bien sûr. C'est ancré maintenant dans le rapport queer Nord et Sud, c'est-à-dire que le Nord a toujours le mariage gay, le Nord et le Sud est encore en train les pays du Sud sont encore en train de lutter contre les lois qui décriminalisent l'homosexualité. Donc, dans cette situation complexe, je pose la question, bien sûr, quelle place peut avoir les configurations de genre et sexualité alternatives dont l'origine se situe dans les pratiques culturelles, par exemple, qui ont traversé l'histoire moderne, pré- et postcoloniale dans les pays du Sud. Et moi, l'exemple que je vais prendre, ça va être l'exemple de l'Inde. Le discours queer médiatique et traditionnel consiste à soit sursexualiser ces configurations ou bien effacer les pratiques culturelles queer du Sud dans la fameuse lutte pour le mariage et les droits gays. Comme dirait l'écrivaine Ruth Venita, le Sud n'est pas plus ou moins homophobe ou homo-friendly. Je ne souhaite surtout pas qu'on imagine, comme font beaucoup de personnes dans le Nord, que l'Inde est un pays acceptant la sexualité gay, masculine, etc., ou le contraire. L'Inde n'est ni homo-friendly ni homophobe. Les pays vivent ensemble normalement. Depuis longtemps, par exemple, en particulier, l'Inde est associée avec les binaires modernité-tradition, répression de sexualité, mais en même temps, au contraire, l'émancipation, parce qu'il y a le mythe de Kama Sutra qui vient de l'Inde. Donc, je veux dire que ce n'est pas mon objectif de jouer avec ces fameuses généralités qui sont très connues, mais refuser de rentrer par cette perspective. Donc, la perspective que je choisis, c'est une autre porte. Ce qui m'importe, et ce qui m'intéresse, c'est d'explorer, analyser des pratiques culturelles genrées ou queer. Pourquoi, dans sa propre articulation et limitation, sans accorder
trop d'importance à une critique des stéréotypes occidentaux sur l'Inde. Même si dans mes recherches, je m'efforce d'examiner les limites des études queer, de genre et de sexualité non hétéronormatives, en appréciant ces relations parfois hégémoniques, voire néocolonialistes, avec les paradigmes et l'expression de genre et sexualité multiples en Asie du Sud, la diversité des pratiques culturelles et articulations queer dans la seule région du nord de l'Inde, par exemple, au Punjab, ou le Punjab pakistanais, c'est excessivement multiple. Et cela nous invite en effet à évaluer l'efficacité des outils développés par les études queer, mais surtout nous amène à penser autrement le devenir queer, ne serait-ce que dans la seule région de Punjab, dans le nord de l'Inde. Évidemment, je pose beaucoup de questions et j'espère pouvoir discuter avec vous pour pouvoir trouver un début de réponse, mais je n'aurai pas toutes les réponses, bien sûr. Et je mets 3 questions, parce que comme je pose beaucoup de questions et je ne donne jamais quelles sont les questions qui sont importantes pour ma recherche, je vous mets 3 questions. Étant donné, excusez-moi, la soi-disant origine du mouvement queer dans les pays du Nord, comment peut-on imaginer une énonciation queer dans l'Asie du Sud sans reproduire ces modèles queer occidentaux? En effet, comment articuler une critique queer décoloniale dans un contexte de telle complexité au niveau transnational? Cette question demeure la plus significative pour moi dans le contexte sud-asiatique, car elle met en exergue le statut légal et pénal de l'homosexualité dans la région, à l'heure où l'Inde est le seul pays, il y a Pakistan, il y a Népal, il y a Bhoutan, il y a Sri Lanka, il y a 7 pays, il y a Bangladesh. Donc l'Inde et Népal sont les seuls pays qui ont décriminalisé l'homosexualité. Et vous savez comment ça a été en Inde. C'était en 2009, le High Court de Delhi avait décriminalisé partiellement l'homosexualité. En 2013, la Cour suprême avait dit que ce n'était pas possible, que l'Inde était un pays extrêmement traditionnel, donc il fallait recriminaliser l'homosexualité. Et puis en 2018, il y a eu une grande victoire de décriminalisation de l'homosexualité. La deuxième question qui m'importe, c'est quelles sont les possibilités de transformation sociale et culturelle quant à cette intersection des perspectives postcoloniales et queer? C'est-à-dire, en d'autres mots, de quelle manière peut s'effectuer l'ouverture de la théorie queer vers les horizons du Sud, même si depuis une quinzaine d'années, des universitaires investissent ce champ disparate de ces pays. En parallèle, j'aborde la question du silence autour des questions concernant les sexualités et genres non normatifs dans la plupart des études postcoloniales. Les études postcoloniales qui commencent avec Spivak et qui parlent tout le temps de questions de genre en occultant la question de sexualité est un fait aujourd'hui. La troisième question, c'est la rencontre des énonciations queer avec les études décoloniales, qui peut être appelée le decolonizing turn de queer. Réussit-elle à démanteler les structures hégémoniques du pouvoir? Le risque étant qu'elle se renaturalise et demeure finalement intacte via les circuits du pouvoir néocolonial ou postcolonial. Donc, en absence d'une réponse singulière, je m'évertue à aligner diverses questions et réponses émergentes dans la convergence des sites postcoloniales, décoloniales et queer. Cet alignement cerne la complexité géoculturelle liée à la production transnationale du savoir. Donc, je m'arrête un tout petit peu sur le mot savoir. La connaissance demeure cruciale pour mon projet et maintenant, je vais tenter d'analyser sa portée pour ce travail. La production du savoir, comme on le sait, a été instituée, voire institutionnalisée en Occident par les universités et le système académique. Bien sûr, on en a besoin. Les formes qui ont été privilégiées étaient bien sûr la pensée écrite, la transmission d'oralité par écrit dans un cadre universel ou universitaire. Or, les études décoloniales signalent un mouvement vers une construction collective et diverse de la pluriversalité par la réflexion, par le ressenti, ce qui est appelé le sensing, par la croyance religieuse peut-être. Si on sait que l'Occident on sait très bien que l'Occident a sécularisé le christianisme. Ce signalement reflète la base solide aujourd'hui des études décoloniales qui ouvrent la voie pour la philosophie et le savoir non occidental et qui anime, à mon sens, une postcolonialité compensatoire, voire contrebalançante. Je ne veux pas dire que l'université
institutionnellement n'est pas le lieu de savoir, ce que l'université fait normalement, c'est elle valide le savoir, elle autorise ce qui est le savoir. Donc, je ne dis pas qu'on ne produit pas le savoir dans l'université. C'est un rôle de l'université, mais il y a aussi le rôle de l'université ou l'académie, c'est aussi de valider le savoir. Donc, le savoir décolonial prend en compte le sensing, le ressenti à l'opposition de connaissances souvent basées sur l'œil, l'observation, l'enregistrement par la perception. Donc, la notion de perspective, le point de vue, le panopticon, comme on dit postmoderne, qui sont systématiquement célébrés dans la philosophie. Le sens, l'ouïe, le goût, la mémoire, les autres modes sensoriels qui sont importants pour notre existence ont souvent du mal à émerger. Et moi, je voudrais aujourd'hui parler de ces modes sensoriels et leur relation avec les recherches sur le queer et avec le savoir. C'est juste une idée. Ce n'est pas l'idée, mais c'est juste une idée, ce qu'on appelle une option, peut-être une option décoloniale, d'intégrer les autres sens que juste la perception, la vue. Voilà. Donc, je voudrais continuer dans mes mains la notion de savoir et qui est intimement liée au mot épistémologie. Venons maintenant sur la notion d'épistémologie. Il est bon de rappeler que ce terme, cette notion a connu une trajectoire assez importante dans les recherches de sciences sociales des décennies récentes, et je ne saurais guère faire allusion à la violence épistémique que la théoricienne subalterne et de subalternité et postcoloniale Gayatri Spivak Chakrabarty a raconté sur violence épistémologique, dont parle Spivak dans son fameux essai et ouvre la problématique sur le néocolonialisme par l'intellect. Je ne saurais guère faire la liaison non plus de la distance avec cette violence qu'invoque Walter Mignolo dans la nécessité d'aboutir dans l'appel à une désobéissance épistémique. Ceci étant dit, il convient de souligner que depuis plusieurs décennies, les sciences humaines tentent de problématiser l'épistème même, c'est-à-dire qu'il y a un investissement de recherche majeur de ce qui gravite autour de cela. Une de ces critiques, c'est bien sûr les études queer, et il est utile de signaler que l'un des premiers ouvrages en 90 de Yves Kosofsky-Sedgwick s'appelait The Epistemology of the Closet. Je pense que ça a été traduit en français. Encore une fois, l'épistémologie, la science du savoir, si on regarde la définition du dictionnaire du mot, épistème, la vraie connaissance, si les études décoloniales réfléchissent à une désobéissance de l'épistème occidental produisant la violence en effaçant le système de pensée du Sud, les études queer, telles qu'imaginées par Sedgwick, pratiquent également une désobéissance de l'épistème hétéronormative. Les deux champs donc se rejoignent dans leur volonté de désobéissance du système de savoir. Donc, depuis les années 2000, un groupe d'universitaires anglophones s'est constitué, travaillant sur les analyses queer en Asie du Sud. Salim Kidvai, Ruth Vanita, Suparna Bhaskaran ou Gayatri Gopinath. D'une certaine manière, leurs travaux interviennent en sus des critiques énoncées dans les pays du Nord par Jaspir Puar sur l'homonationalisme ou Jin Haritawan sur l'impérialisme gay, suivi par les personnes de couleur en Occident et la critique de féministes queer feminists of color, féministes queer de racisés, on va dire, parce que c'est le mot à utiliser en ce moment. Voilà. Donc, Ruth Vanita, qui a travaillé sur le premier œuvre de 2002 de Queering India, c'est assez facile de traduire ça, et elle met l'accent là-dessus. Elle dit, et vous pouvez lire en anglais, je pense que je ne vais pas trop mal le traduire, elle dit qu'il faut souligner que les théoriciens queer n'aiment pas utiliser, ils évitent d'utiliser les mots comme homosexuel ou aux gens ou les relations qui étaient homosexuelles dans l'histoire euro-américaine ou bien dans les espaces qui ne sont pas dans le premier monde aujourd'hui. Donc, par exemple, en Inde, on va hésiter à utiliser le mot queer parce qu'on va parler de MSM, men having sex with men,
où on va éviter certains mots, certainement parce que on va dire que c'est un mot inventé après le 19e, 20e siècle. Donc, on va éviter. Pourquoi pas? Mais c'est devenu, comme dirait Hanin Maike dans la notion de Palestine, dans la notion de Palestine, que pour les queer palestiniens, que le mot ou le concept soit étranger n'est pas le problème. Le problème est ailleurs. C'est qu'on peut associer, on peut avoir des concepts qui sont venus d'ailleurs et on peut l'utiliser pour certaines situations qui sont locaux. Les recherches anglophones sur le queer ont peu d'écho en France, je pense. Le dernier livre de Sarah Ahmed n'a pas encore été traduit en français et celui de Jaspir Kaur, je pense que ça a été traduit seulement en 2017, 10 ans après sa parution. Ces travaux présentent une critique nécessaire du projet queer en Occident, en soulignant le rôle crucial endossé par les analyses queer et notamment les analyses queer de l'Asie du Sud. Pour ce qui est de la critique décoloniale, elle s'intéresse à la catégorie analytique modernité-colonialité. Je pourrais développer ça un peu plus tard pendant les questions parce que je pense qu'il faut que j'avance un tout petit peu plus vu le temps. Je voudrais commencer par analyser les mobilisations queer en Inde. Il convient de dire que les sujets marginalisés, disempowered, peuvent reproduire les schémas du pouvoir pour que les dominants demeurent dans une position de privilège. Et c'est là où la théorie décoloniale et les études décoloniales sont très importantes parce qu'ils mettent l'accent là-dessus, c'est qu'un sujet qui est en position de marginalisation peut reproduire d'autres hiérarchies. Le concept de colonialité du pouvoir offre une nuance de perspective sur le postcolonial qui habite déjà l'espace du pouvoir par son linkage, lien étroit avec le colonial. Deux exemples où une lecture salvatrice ou rédemptive du mouvement queer indien sera impossible, c'est-à-dire que je vais insister sur la décolonisation de queeritude en Inde. Mes exemples nous montrent quels sujets sont des sujets possibles, quels sujets sont les sujets queer possibles en Inde aujourd'hui. Juste un tout petit peu d'histoire, l'Inde a décriminalisé l'homosexualité en 2018, le 6 septembre 2018, et que le premier exemple date avant cette décriminalisation. Il est important de souligner que personne n'a été arrêté avant 2018, y compris pendant l'Inde britannique pour les actes homosexuels. Et je suis tout à fait d'accord que la loi contre l'homosexualité devait être abrogée, devait être mise à la poubelle, mais il est important de le dire que la décolonisation ne veut pas tout simplement dire effectuer une indépendance d'un pouvoir étranger, mais aussi avoir un droit de regard sur les lacunes de la postcolonie, ici l'Inde, et comment la continuité de caste, de classe, de genre, de religion, dans le cas de l'Inde, s'opère dans une relation de colonialité du pouvoir. Voilà comment je comprends la décolonisation en mots simples. Le système des castes, il faut vraiment signaler, le système de caste précède la colonisation britannique. Ce n'est pas les Anglais qui ont mis le système de caste en place. Donc, voilà le premier exemple. Décriminalisation de l'homosexualité en Inde est intervenue le 6 septembre 2018. L'Inde connaît multiples marches avant 2018 pour dépénalisation de l'homosexualité à Mumbai ou à Delhi ou dans les grandes villes ou même les petites villes. Ce qui est important, c'est que tout s'est joué dans le monde anglophone, c'est-à-dire tout s'est joué à partir des élites indiennes anglophones, souvent globalisées. Ce que font les élites, c'est souvent, en revanche, reproduire cette colonialité des pouvoirs sur les subalternes de classe, de caste, de religion, qui m'amène à dire que le mouvement n'inclut guère celles et ceux qui ont été marginalisés pendant la colonisation britannique. Donc, quand l'Inde avait décriminalisé l'homosexualité, l'euphorie, comme vous pouvez imaginer, était à son apogée. Pourquoi pas? Et voici quelques images sur Twitter. India decriminalizing homosexual acts is not catching up to the West. It's a part of its decolonial process. Donc, on avait mis tout de suite sur le côté, on a pris l'indépendance des Anglais. On a pris l'indépendance, decolonial dans ce contexte, c'est on a pris l'indépendance aux Anglais parce que c'est les Anglais qui avaient ramené le fameux section 377 qu'on fait référence.
sauf que l'Angleterre avait déjà passé le mariage gay et la Grande-Bretagne avait décriminalisé en 1967. Donc, je ne comprends pas d'où vient ce mot decolonial, mais il est là. Et après, évidemment, Danish Sheikh, qui est sur Twitter, qui parle qu'il n'est plus criminel, et c'est très bien, et c'est le jour, enfin, il fait une blague sur le 69, le 6 septembre. Ce qui est intéressant, c'est le Cour suprême indienne contenait une femme, la juge Indu Malhotra, Justice Indu Malhotra. Elle a vraiment mis les mots qui ont beaucoup plu à la communauté LGBTQ. C'est que l'histoire a vraiment besoin de dire désolé à la communauté LGBTQ et leur famille parce qu'il y a eu beaucoup d'oppression et on n'a pas su enlever cette section criminalisant l'homosexualité et il y a eu beaucoup de souffrance. Through centuries, depuis les siècles, c'est tout à fait faux parce que la criminalisation de l'homosexualité était intervenue, comme eux-mêmes le disent, par les Britanniques, pas avant. Donc, ce n'est pas depuis des siècles. Rien n'empêchait à ce moment historique de rappeler que l'Inde était indépendant depuis 1947 et que c'est seulement en 2018 que le gouvernement a pris ou que la société indienne a pris à penser à décriminaliser l'homosexualité. Les Anglais n'y étaient pour rien. À ce moment-là, la loi a perduré de 1947 au septembre 2018. C'est peut-être un résidu colonial, pourquoi pas, mais c'est également un échec postcolonial. Ce bel consensus des juges, les militants, etc., est vite remis en question par ces échecs de coalition entre les personnes queer, notamment avec les personnes transgenres, qui ont d'autres préoccupations de survie, et des Dalits, ce qu'on appelait à l'époque des intouchables, qui sont au dernier rang de l'échelle des castes en Inde. Le mouvement queer indien est dominé par les élites et vite devenu une salle annexe de la religion hindoue. Mais surtout son versant extrêmement droitiste, le hindutva. Je vais expliquer ce que c'est. Deux personnes, deux célébrités, Ashok Rokavi et Lakshmi Narayan Tripathi, sont deux activistes charismatiques, peut-être les activistes queer les plus connus d'Inde dans le monde. Tous les deux appartiennent aux classes supérieures, de l'hindouisme, de la société indienne, et ont souvent offert des points de vue profondément dérangeants sur la caste et la religion. Ce sont deux islamophobes qui ne se cachent pas. Voilà. Lakshmi Narayan Tripathi est une chef autoproclamée du clan transgenre en Inde. Derrière la demande de droits queer, spécifiquement de droits de hijra, c'est-à-dire le troisième sexe, comme ils sont appelés en français, dans le cas de Tripathi, la vision d'une Inde hindoue, voire hindouiste, est toujours présente. Ces photographies montrent comment elle est devenue une fanatique hindoue au fil des ans. Donc, au départ, le première image, au départ, elle s'habille comme une femme hindoue, c'est-à-dire avec tous les ornements hindous, notamment le point rouge que vous voyez sur son front. Et dans la deuxième image, elle est devenue très différente. La deuxième image est très inquiétante. Elle tient l'épée pour donner l'idée des armées hindoues qui vont défendre le pays contre l'invasion musulmane. Et la dernière photo, c'est sa participation où elle veut démolir le Pakistan. C'était pendant cette période-là que cette photo a été prise. Et donc, elle s'inscrit dans ce que maintenant on appelle le queer hindutva. Le hindutva, c'est une idéologie, je l'ai trouvé dans Oxford English Dictionary, une idéologie qui veut l'hégémonie des hindous et une façon de vivre qui est hindou, qui est forcément anti-musulman. Non laïque, non séculaire. L'Inde est normalement une république séculaire d'après sa constitution. Le deuxième activiste queer populaire qui est apparemment
l'activisme gay le plus connu de l'Inde, c'est Ashok Ray Kavi. Ashok Ray Kavi, il questionne souvent les musulmans queer. Pourquoi ils ne vont pas au Pakistan, ou pourquoi ils ne veulent pas aller, si vraiment ils se sentent pas bien ici, pourquoi ils ne veulent pas aller en Arabie Saoudite, par exemple, ou au Pakistan. Donc voilà, vous pouvez lire. Fondateur du Humsafar Trust, Kavi est l'un des anciens militants homosexuels queer en Inde qui s'est publiquement manifesté depuis 1984. Cependant, sa position anti-musulmane et anti-dalit l'aligne avec le parti du pouvoir du Premier ministre Modi en particulier. Le fait de défendre des droits queer pour Kavi est en même temps lié à la protection de la nation hindoue de l'orthodoxie islamique, ou plutôt à débarrasser le tissu national des musulmans. C'est pour ça qu'il les invite tout le temps à partir, notamment au Pakistan. Évidemment, il ne peut pas le dire, donc il le met dans tous les pays musulmans. Les échecs postcoloniaux se penchent sur les structures de caste contemporaines en Inde, fondées sur les idéologies du brahminisme. Des brahmines sont au sommet de la hiérarchie des castes. Alors qu'il y a une omission flagrante dans le travail universitaire sur les intersections de caste et de sexualité, en dehors du monde universitaire, une affirmation croissante des identités queer et trans de Dalit, critiquant les mouvements brahminiques queer et trans des castes supérieures en Inde prend l'ampleur. Par exemple, lors de la Delhi Queer Pride en 2015, le journaliste et activiste Dhruv Jyoti avait déclaré que nous parlons de la caste parce que le caste est partout. Caste est dans ma chemise, la caste est dans mon pantalon, caste est dans mon sexe, caste est tout mon être et dans chaque partie de vous aussi. Et ce qui est intéressant avec ces critiques opportunes montre comment les structures de caste, de genre et de sexualité sont non seulement interconnectées, mais aussi comment la caste joue un rôle clé dans la reproduction des structures de caste hégémoniques et des privilèges de caste supérieure. Les pratiques endogamiques, les appareils de hétéropatriarcat brahmanique cherchent à maintenir les frontières de caste par le mariage et la régulation de la sexualité. Comme dit Dhruv Jyoti, l'anglais joue un rôle vraiment très important dans ce mouvement. Il le dit magnifiquement, mais aussi douloureusement, ce qui est pour lui, ce que ça veut dire la beauté ou le good looks. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui est beau. Et il dit pour lui, ça veut dire un brahmin, et surtout, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est anglophone, qui parle anglais. Et donc, il a bien compris, autrement dit, l'intelligibilité de la mémoire culturelle queer encodée et incarnée dans les langues autres que l'anglais ne peut devenir accessible pour lui. Et c'est que par une approche pluriverselle, sans centre ni pivot épistémologique, qu'on va y arriver avec une lecture queer décoloniale. Donc, mon dernier exemple, je pense que j'ai encore à peu près 10 minutes. La Gita. Donc, je me pose la question, est-ce que la Gita s'inscrit dans la désobéissance épistémique que j'essaie de développer? Donc, la Gita, c'est les danses et les chansons de femmes punjabi. Il y a aussi la question de langue, de genre, parce que c'est presque interdit aux hommes, sauf les hommes, les hijras, c'est-à-dire les troisième sexes, et maintenant les transgenres. Et le signifiant, la danse est le signifiant d'un espace de femmes presque interdit aux hommes et se revêt d'un caractère homosocial. Pendant les mariages hétérosexuels bien sûr, cette danse devient une danse subversive où les relations entre femmes, la communauté de femmes est célébrée, où les femmes jouent le rôle des hommes dans les danses et chansons. Donc, quelque chose qui, je pense que tout le monde est au courant de comment ça se passait en Italie de ce 15e ou 16e siècle, mais bon, on va pas parler de l'homosexualité. En centrant les coutumes et rites qui ont traversé les périodes des histoires pré- et postcoloniales et qui animent les mariages, les naissances et d'autres événements de la vie hétéronormée, la Gita offre un spectacle de chansons et de danse sur le rythme de l'instrument. Ce qu'on remarque, c'est A, c'est une affaire de femmes. B, c'est caractérisé par les femmes qui vont jouer le rôle de l'homme. C, c'est que beaucoup plus important, c'est que les femmes vont faire référence explicite ou implicite à l'acte sexuel.
Et donc, le plaisir de l'acte sexuel va figurer sans aucune honte ou pudeur. En vue de ces 3 points, nous voyons bien une archive queer déjà construite dans l'ère précoloniale, coloniale et postcoloniale, mais aussi c'est tout en coexistant avec les hijras, qui appelés le 3e siècle. Ces discours et existences s'entremêlent pour que la queeritude n'est ni coloniale, ni postcoloniale, mais juste une pratique. Loin de l'anglophonie, nous avons une entrée queer indienne qui révèle un autre visage, c'est-à-dire classe aisée, moyenne ou défavorisée, presque tout le monde, mais plus important, c'est la notion de savoir qui réside dans ces chansons et danses qui traversent les générations et c'est devenu intergénérationnel où le queer a toute sa place. Et ce n'est ni considéré comme un import occidental, ni considéré comme une pratique nouvelle. Pour moi, situant ma lecture de l'option décoloniale pour la queeritude en Inde, de ce point de vue, il est impératif de changer notre regard sur ce qui est considéré comme étant une pratique culturelle d'un autre temps. La Gidda comme étant le passé et la nouvelle danse de Bollywood comme étant le présent. Le queer peut faire sa rentrée dans cette pratique culturelle comme dans le clip qui n'est pas une performance que je vais vous montrer pour clore mon intervention. Les groupes de Gidda queer ont réussi à pénétrer dans la cellule hétéropatriarcat en s'associant avec les rituels de femmes et créant une coalition épistémique. Donc, peut-être la solution, c'est aussi se tourner vers ce groupe qui ne sont ni transgenres, ni femmes, mais qui, par leur définition, sont tout simplement des garçons qui chantent avec les femmes en 2020. Donc, ce groupe dont je vous parle aujourd'hui organise les fêtes et mariages pour les familles comme d'autres groupes de femmes. Ce qui est intéressant, c'est que les familles veulent maintenant inviter ces groupes pour les rites et coutumes un peu partout. Voici une de leurs vidéos. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, voilà le groupe qui est là, qui ont couvert leur tête avec les tenues traditionnelles punjabi. Et voilà la jeune mariée qui va se marier d'ici 2-3 jours et elles sont en train de chanter. Donc, tout ce qui va se passer... Excusez-moi. Pourquoi? Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, elles invitent toutes les femmes de la maison à participer. La fille qui va se marier, les femmes, notamment les femmes âgées, et surtout, à la fin, la petite fille qui va être intégrée au groupe avec beaucoup de bienveillance. C'est cette portée intergénérationnelle qui signale la pérennisation de la Gidda au fil des temps. Donc, je vais juste passer un peu. Voilà, elles ont invité le marié à danser, qui va danser avec elles. Donc, vous allez voir la petite fille qui va danser avec elle.
si vous avez bien compris, la fille a été, la maman et la petite fille ont dansé ensemble. Donc, c'est cette côté portée intergénérationnelle qui signale la pérennisation de Guida au fil du temps. Donc, est-ce que la Guida participe à une désobéissance épistémique? J'ai un début de réponse. Non seulement loin du colonialité du pouvoir queer eurocentré, elle se réfère à une généalogie riche des coalitions entre femmes et personnes trans, également les hijras, et en même temps occulte le cadre de mobilisation queer élitiste anglophone, ici en Inde, et montre le projet épistémologique qui a un archive impressionnant en Punjabi et peut-être d'autres langues indiennes, tant dans les pratiques orales que visuelles. Je suis allée écouter Ngugi wa Thiong'o qui avait commencé à parler en 81, qui avait parlé de décoloniser les esprits. Et il a parlé de cette langue. Il dit que si on décentre les langues dites impériales, c'est-à-dire les langues qui n'appartiennent pas à certains pays, on arrive à un emplissement, un empowerment. Et que si tout le monde réfère à ces langues avec d'autres langues, on arrive à un collective empowerment. Donc, je voudrais conclure en positionnant le mouvement queer en Inde dans ses évaluations mondiales transnationales de queeritude. La critique politique des formations queer occidentales à travers l'analyse de la critique queer of color affirme que la solidarité ou les mouvements marginaux peuvent courir le risque de devenir des constituants du pouvoir, voire du pouvoir institutionnel. La critique émergente des périphéries du mouvement queer en Inde n'est pas une critique du mouvement queer en soi. Au contraire, elle inaugure une politique de responsabilité, accountability. La responsabilité demande un mouvement à laquelle appartiennent les musulmans, les Dalits, les classes défavorisées, avec peu d'accès à la langue anglaise. Je vous remercie. Merci beaucoup Sandip. Merci pour cette très riche intervention et puis le respect des délais. Alors, on est assez nombreux, donc je vais peut-être laisser la parole à la salle et puis en fonction, je poserai des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, n'hésitez pas, s'il y en a qui n'ont pas de micro, à intervenir dans le chat et puis on relaiera vos questions. Vous pouvez vous manifester avec le bouton dans les réactions. On peut lever la main ou bien vous pouvez vous manifester dans le chat aussi. Alors, peut-être avant que les personnes réagissent, juste une question technique, entre guillemets, Sandy. Les 6 langues impériales dont vous parlez, c'est lesquelles? Anglais, français. Donc, c'est les 6 langues occidentales. Mignolo parle de l'anglais, français. Alors, pour moi, c'est vraiment l'anglais, français et italien hein, ou l'espagnol. Hein. Mais il inclut l'allemand et portugais. Je ne suis pas d'accord. Mais pour moi, l'anglais et le français restent 2 langues impériales qui ont été imposées à travers le monde avec l'espagnol. Mais effectivement, il inclut l'italien et portugais et l'allemand. Après, dans le contexte indien, à part l'anglais, il y a hindi aussi, qui est une langue impériale, une langue imposée comparée au punjabi. C'est pour ça que j'ai juste parlé de l'anglais et pas de français ou d'espagnol. L'hindi est considéré comme une langue impériale? Non, pas une langue impériale, mais une langue imposée. Ah, imposée, pardon. Imposée. Parce que c'est une langue, vous savez, qui est venue. Donc, il y a un mouvement en ce moment de rejet de tout ce qui vient de Moyen-Orient, de tout ce qui vient de l'Asie occidentale. C'est-à-dire, il y a tous ces mythes que les Moghols étaient arrivés par l'Asie occidentale pour dominer l'Inde avant les Anglais. Et donc, il y a un rejet de Ourdou, la langue ourdou, qui est elle-même dérivée de perse. Donc, il y a un rejet de ça. Et le hindi est un dérivé de ourdou aussi. Donc, ça a été avec... Mais, donc, du coup, c'est une langue qui a eu naissance au 19e siècle. Tandis que les autres, elles ont quelques siècles, même avant. Donc, pour moi, l'hindi, c'est une langue imposée. Et le sud de l'Inde refuse l'imposition de cette langue.
D'accord. Merci Sandy pour ces précisions. Alors, je crois qu'on a une question d'Éric. Éric, je t'en prie. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que ce serait possible que vous reveniez un instant sur le début de la présentation de votre fichier PowerPoint? Parce que je voudrais, ça va être plus précis. J'ai une question assez générale, mais qui est liée à une. C'est vrai que c'était très, très riche, Sandy, toutes les questions que vous Oui, avez posées. Et vous avez mentionné, je crois, 3 objectifs au début, et puis j'aimerais bien revenir justement. Celle-là? Voilà, et merci beaucoup. C'est ça, Sandy. Merci beaucoup. Oui. Alors, en fait, à partir de l'illustration sur laquelle vous nous avez appris bien des choses, en tout cas en ce qui me concerne à la fin, est-ce que, en fait, est-ce que vous pourriez développer la question numéro 2, en fait, par rapport à l'illustration que vous avez abordée à la fin, là, sur les possibilités de transformation sociale et culturelle? Voilà. Merci beaucoup, hein. Vous me demandez une question difficile, non, monsieur? Comme je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai déjà réfléchi à ça, donc, mais je vais vous donner un début de réponse. Donc, comme je parlais, que loin de tout ce qui est anglophonie pour moi en Inde, il y a d'autres langues et qui ont déjà un passé riche queer. Et la transformation pour moi qui intervient à partir de ces trans, des personnes, de personnes trans qui se réclament comme hommes, mais en étant trans, qui peuvent participer à ces pratiques culturelles sans aucun problème, parce que ce n'est pas une performance que je vous ai montrée. On voyait bien que c'était une famille qui préparait le mariage de leur fille, qui avait invité ces personnes à bénir la fille et à danser avec elle. Et du coup, moi, je me dis que est-ce que si on refuse de voir que le mouvement queer indien ou la mobilisation queer indien est quelque chose qui est assez nouvelle et qu'on voit que le queer réside déjà dans les pratiques, est-ce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on appelle dans les études décoloniales une coalition épistémique, c'est-à-dire que ces femmes transgenres ont toute leur place dans les rituels. Ce n'est pas pour autant qu'on va pousser toutes les femmes de transgenres à faire ces rituels, mais celles qui veulent faire ces rituels ont toute leur place. Il ne faut pas oublier que ce rite reste un rite hétéronormé, c'est-à-dire que la fille, elle va se marier avec un homme. Ce n'est pas un mariage de deux filles. Donc, il y a toujours ces côtés non queer qui sont présents. Donc, moi, je pensais plutôt que est-ce que en pensant de mariage queer comme étant objectif pour le mouvement indien, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir déjà que le mariage est un contrat bourgeois et qu'un mariage entre un homme et une femme, on sait qui est perdant. Parce qu'à la fin, finalement, cette fille, elle va aller vivre avec son mari et la famille de son mari. Donc, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir? Donc, quand il y a notamment les gays, les hommes queer qui demandent le mariage, ils oublient que leurs sœurs et leurs mères ont souffert de ce mariage. Donc, pourquoi on doit reproduire la même chose? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un autre parce qu'après tout, queer, pour moi, c'est un positionnement, j'aime pas le mot radical, mais un positionnement politique pour la transformation de la norme. Donc, pourquoi reproduire la norme? Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on ne reproduit pas la norme, on la questionne. C'est-à-dire qu'on essaye d'inclure plus de monde, mais ce qu'elle chante dans les mariages, c'est pourquoi je dois partir. Donc, évidemment, je ne vous ai pas traduit tout le contexte, mais c'est toujours pourquoi je dois partir. Donc, il y a une interrogation. Donc, pour moi, c'est un début de réponse, de réflexion, pour avoir dans une coalition épistémique, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce que peut devenir cette pratique culturelle, mais surtout, qu'est-ce qui va devenir l'institution du mariage?
est-ce que l'institut du mariage doit rester intact? À mon avis, pour moi, non, mais évidemment, on est tous en train de parler de l'égalité en ce moment en Inde et on veut absolument avoir le mariage gay et adoption, etc., etc. Mais il y a peut-être d'autres manières de vivre, comme on a montré avec ces pratiques, où la fille n'appartient pas, la petite fille n'appartient pas seulement à sa mère, mais à toute la communauté de femmes. Et ça peut être aussi une communauté de collective empowerment qui peuvent évidemment avoir cette notion intergénérationnelle avec la fille dans beaucoup de choses. Après, c'est juste mon point de vue. Peut-être une question complémentaire en fait, mais c'est aussi une question pour moi. Hein. C'est vraiment, on est toujours en mode interrogatif dans le cadre du séminaire. C'est la question en fait, cette réflexion épistémique, est-ce qu'elle est avant tout, enfin je veux dire cette réflexion, est-ce qu'elle est avant tout du registre, de notre registre à nous en tant que chercheuses, en tant que chercheurs? Est-ce qu'elle est aussi du registre, par exemple, des personnes qui participent au rituel? Est-ce qu'elle est des deux côtés également? Est-ce qu'elle s'effectue séparément? Est-ce qu'elle s'effectue conjointement? Est-ce qu'elle s'effectue parfois séparément, parfois conjointement? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ça? C'est aussi une interrogation en ce qui me concerne d'ailleurs. Ça renvoie à la question qui a été posée par la pensée décoloniale hein, sur en fait l'articulation entre d'un côté le savoir dit scientifique et d'autre part le savoir qui relèverait de la doxa du sens commun. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette question aussi. Merci. Donc, évidemment, toutes ces questions sont de l'actualité, comme vous le savez. Dans les mouvements décoloniaux, c'est toujours rien contre nous, rien sur nous contre nous, rien sur nous sans nous. Voilà, tout ce qui est sur nous est forcément contre nous. Donc, moi, je pense que en tant que chercheur et puis aussi en tant qu'humain, il y a aussi une question de qui articule quel type de coalition. Est-ce que cette coalition, c'est pas moi en tant que chercheur en train d'articuler ça, mais moi je dirais plutôt que c'est mon analyse. Cette option décoloniale, c'est mon analyse de ce que je vois et ce que j'entends et ce que je peux sentir. Donc c'est juste une question de mon analyse. Alors si un chercheur se pose en tant que voilà mon analyse, les autres peuvent dire non, on n'est pas d'accord. Donc vous voyez, on peut avoir un débat là-dessus. Après, le positionnement de chercheur, c'est très compliqué, comme vous le savez. Enfin, je n'ai pas besoin de vous dire, vous êtes chercheur vous-même. C'est excessivement complexe. Le plus on va vers qui a le droit de parler pour qui, le plus on arrivera à seulement les femmes noires peuvent parler d'intersectionnalité. C'est ça ce qui a été posé dans les guerres d'intersectionnalité qui ont eu aux États-Unis, par exemple. Seulement les femmes noires. Donc, ça a été posé, mais ça a été posé scientifiquement. Le problème, c'est que moi, je reviens vers Spivak parce que je la trouve intéressante, qui dit It's not the fact that you're white that counts, it's what you do with it that counts. Donc, je traduis très mal, donc je vais essayer quand même. Ce n'est pas le fait que vous soyez, que quelqu'un soit blanc qui compte, mais c'est ce que vous faites de cette blanchitude qui va compter. Donc, cette coalition dont je parle, c'est pas parler pour les personnes, mais c'est parler avec les personnes. Donc, quand on voit les entretiens que les femmes trans ont donnés après que j'ai regardé et que je n'ai pas pu montrer, où elles disent ce qu'elles ressentent et ce qui se passe, moi, je trouve qu'il y a un archive de mémoire qui est là. Quand elles étaient jeunes et qu'elles étaient garçons et qu'elles ont mal vécu, mais elles sont allées dans les pratiques comme ça, mais juste parce qu'elles étaient garçons et pas hommes encore. Donc, elles ont gardé ça. Et moi, je trouve que c'est cette archive de mémoire dans la tête qui, pour moi, est un repository, une banque de savoir. Donc, moi, je me pose comme ça. Évidemment, les meilleures études, et ça, c'est toutes les personnes concernées qui vous diront, les meilleures études sur les intouchables et Dalits sont faites par une Américaine qui vit en Inde.
Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de qui peut dire quelque chose, c'est qui dit quoi, quelle est la politique de la personne qui articule les choses, dans quel but aussi. Il y a tout ça, et je pense que tous les chercheurs se posent la question à un moment donné. Je ne sais pas si ça aide, je ne crois pas, mais... Ah, merci beaucoup. Non, non, si, c'est éclairant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandy. Merci, Eric, pour tes questions. On a Fabien Dumais qui souhaite intervenir. Oui, bonjour, merci. J'aimerais ça voir votre visage en même temps. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouvais ça très intéressant. J'avais l'impression que c'était moi, je ne connais pas beaucoup les études queer, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même une sorte de réflexion croisée générale entre l'épistémologie queer, on va dire ça comme ça, puis les réflexions sur la décolonisation de manière générale. Alors, ce que vous amenez comme point, c'est qu'il y a une sorte de blind spot de manière générale dans les études queer nord-américaines, on va dire, sur le fait que, au fond, l'histoire indienne, par exemple, montre que même si ce n'était pas appelé du queerness, il y avait une réflexion de cet ordre-là déjà bien avant l'avènement de la même réflexion, disons, aux États-Unis notamment. Donc, je voulais savoir, ce blind spot-là, est-ce qu'il y a une bonne littérature sur ce sujet? Je serais curieux de vous entendre là-dessus un petit peu plus parce que, en fait, j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu épidermique comme réaction, de dire, mais on a l'impression que c'est une critique alors que les études ici présentes font état de la réflexion sur la décolonisation. On dit, ah oui, mais en fait, votre propre attitude montre une sorte de colonisation de la pensée. Donc, ça m'intéressait. Puis, corrélativement à ça, je me disais, est-ce que ça serait quoi les principaux pôles différentes de problématisation qui seraient internes à la perspective indienne du queerness. C'est fou. Mais ça va le dos quand même. J'ai mal au dos. Mal au dos, Il y a un petit souci. On a perdu Fabien, c'est ça? Non, moi je suis là, mais il y a quelqu'un qui s'est mis à parler. Est-ce qu'on a tout entendu, Sandy, ce que je disais? Oui, le deuxième, c'est sur la perspective queer indienne. En fait, je serais juste curieux de savoir qu'est-ce qu'il en est, disons, des principaux pôles de réflexion dans la perspective indienne. Donc, parce que c'est un peu ça. Oui, on pourrait dire c'est la réflexion indienne sur le queerness, c'est une sorte d'appropriation de thématiques nord-américaines, mais je pense que c'est mal voir les choses que de le voir ainsi. Je serais plus curieux de voir de la perspective interne, c'est quoi les lieux de problématisation, disons, de la perspective indienne sur le queerness. Merci. Oui, sur la première question, je pense que depuis au moins 2010, il y a non seulement une production de croiser ces deux champs d'études, decolonial et queer. Depuis au moins 2010, il y a des articles, il y a toute une réflexion menée à dire qu'on ne peut plus continuer à ne pas comprendre que les deux champs d'études sont liés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le champ d'études postcolonial, mais postcolonial, le blind spot de postcolonialité, c'était le race. Ils n'ont jamais parlé de race. Et le deuxième, c'était sexualité. On parlait toujours de Spivak et les femmes et tout ça, mais on ne parlait jamais de sexualité des femmes, par exemple, ou sexualité des hommes, d'ailleurs. Donc, il y a ce côté que le postcolonial a complètement négligé, que le décolonial a commencé à voir à travers les artistes, par exemple, queer, qui sont venus vraiment dans le biennale, par exemple, que Mignolo analyse. C'est toute une question de nation, de queerness, de l'indépendance, de épistémologie décoloniale, c'est-à-dire comment on se réfère plus à la colonialité qui est en nous.
c'est-à-dire le palimpseste de colonialisme qui reste sur nos corps. Donc, c'était à partir de ça que s'est développée la réflexion. Après, il ne faut pas oublier, comme vous dites, que nous, on est globalement situés dans les pays du Nord et qu'il y a aussi l'épistémologie du Sud qui existe. Donc, je pense notamment à Sylvia Tamale, qui travaille beaucoup sur decolonization et afroféminisme. Et elle pointe, par exemple, les côtés sexualité laissée de côté de l'afroféminisme. Donc, elle attaque vraiment l'afroféminisme depuis l'Afrique. Elle est à Uganda et ou quelqu'un comme Oewumi, aussi au Kenya, qui parle de l'invention de la femme et de la sexualité en Afrique. Donc, je pense qu'il y a des études menées depuis les pays du Sud que forcément, si on ne sait pas, notre réflexion sera complètement biaisée parce que ces études existent. Aussi pour l'Inde. Vanita, pour Ruth Vanita, elle est en Amérique du Nord, mais il y a beaucoup d'Indiens en Inde qui ont commencé les études sur le queer et la colonisation, comment c'est passé. Mais c'est souvent ça vient par le biais de troisième sexe, le hijra. Il y a beaucoup d'articles et des livres qui ont été écrits là-dessus. Donc, je pense qu'il y a, vous voyez, il y a la construction de savoir qui se fait qu'il y a aujourd'hui impossible, il y a peut-être 30 ans c'était possible, aujourd'hui il est impossible d'ignorer toute la littérature qui est produite par les universités du Sud. C'est presque impossible. Deuxième chose sur les problématisations de queerness indien, la queeritude indienne, je pense que comme Dhruba Jyoti et qui ont commencé à problématiser le mouvement queer, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de parler de intouchable, de Dalit et le queerness. Et comment le queerness même, le mouvement queer a été fait en excluant ça. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est effectivement, ça reste des femmes, notamment le mouvement, il y a un mouvement lesbien, mais ça reste aussi un mouvement lesbien très élitiste. Et le troisième, le plus important, c'est le schisme entre le transgenre et le hijra. Je pense que ce que vous avez vu, il y a des hijras qui continuent depuis l'éternité, j'ai envie de dire, mais depuis avant les Anglais, c'est les archives qu'on a, et qui ont une continuité. Et du coup, après, il s'est immiscé les questions transgenres qui sont arrivées parce qu'il y a la diaspora indienne qui a ramené aussi ces questions et les problématisations de transgenre. Et les deux existent aujourd'hui en Inde. Les deux existent. Parfois, les deux ont des convergences et parfois, il y a toute cette question de, OK, un mouvement comme transgenre est plus élitiste que l'autre parce qu'ils ont le vocabulaire pour. Mais ça, vous savez, en Inde, ça a toujours existé. La question de ce qui est élitiste et ce qui n'est pas élitiste. Et ça se frappe. Donc, ça se reproduit à l'échelle du mouvement queer aussi. C'est ce que je peux penser pour l'instant. Super, merci beaucoup. C'était très clair et très juste, en fait. Là, ça répond très bien à mes questions. Merci. Merci beaucoup. Et il y a une question de Dame Crémieux. Je vous en prie. Bonjour, merci et merci beaucoup Sandy pour la présentation. C'est toujours passionnant. Moi, j'ai une question par rapport à la remarque qui a été faite sur le mariage, en fait, qui est un grand débat dans la communauté homosexuelle du monde entier, en fait, et trans. Parce que c'est une question à laquelle je pense depuis très longtemps, parce que moi-même, je me suis mariée parce que pour les droits que ça donne, en particulier les droits aux parents sociaux, et aussi, j'en ai fait l'expérience, c'est que c'est aussi une reconnaissance sociale et un moment en fait, très agréable à vivre. Je ne m'attendais pas du tout. Donc, et du coup, je me pose vraiment la question du lien entre le mariage
est le sexisme de la société? C'est-à-dire en quoi c'est vraiment l'institution du mariage qui est sexiste en elle-même et pas plutôt le fait que, comme toutes les institutions de nos sociétés, le mariage est sexiste. C'est-à-dire que les femmes non mariées ne sont pas protégées de la violence, elles ne sont pas protégées de l'exploitation économique, elles ne sont pas protégées de la pauvreté en cas de divorce, enfin de séparation, et même plutôt moins. C'est-à-dire quelque part aussi, le mariage peut, en fonction de la façon dont il est légiféré, il peut aussi aller contre le sexisme de la société. Et on voit bien que les lois sur le divorce, elles changent. Et récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est plutôt un retour en arrière pour les femmes en France, enfin pour les femmes, pour la personne la moins riche dans le couple. Et donc, pourquoi finalement se priver, alors moi je parle de mon point de vue, hein, c'est évident, mais se priver des droits que donne le mariage sous prétexte que le mariage ne devrait pas exister. Parce que moi je suis assez d'accord avec toi, si je pouvais faire si j'étais présidente, hein, mais moi je suis d'accord pour abolir le mariage. Mais sauf que ça ne va pas se passer et en plus, même si on abolissait le mariage, on n'abolirait pas pour autant l'exploitation des femmes. Et donc, est-ce que ce n'est pas deux questions différentes? Voir, mais j'y crois pas, hein, mais je le dis quand même, voir est-ce que le fait que les homosexuels se marient ne peut pas aider le mariage à être moins une exploitation du membre le plus pauvre. Et quand je dis ça, le mariage exploite la personne la plus pauvre que quand ça se passe mal. Parce qu'en fait, un mariage qui se peut très bien aussi soit apporter du positif aux deux membres du contrat, soit même exploiter la personne la plus riche. On sait très bien que dans un mariage, la femme n'est pas toujours perdante, quoi. Donc voilà, c'est une question qui n'est pas une question, mais juste pour dire que, à mon avis, c'est quand même plus compliqué et qu'il faudrait séparer l'institution elle-même de la façon dont elle est légiférée et dont elle est vécue. Oui, 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 Anne. Merci pour cette question. Et effectivement, tu as raison. Abolissons le mariage, mais ça n'arrivera pas. On ne pourra pas le faire. Et aussi le fait que tant qu'on n'a pas aboli le mariage, c'est la seule façon dont la personne qui n'a pas l'argent est protégée. On est d'accord là-dessus. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et les gens qui se marient, je ne les critique jamais. C'est pour ça que j'essaie parce que je comprends comment la société marche. Je parlais déjà, je pense que les situations sont un petit peu différentes au niveau, un petit peu peut-être beaucoup, au niveau statut de femme en Inde et statut de femme en France. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vraiment dire à quel point c'est différent. Moi, ce que je voyais, c'est aussi le fait que les trans n'ont pas accès à ce mariage, parce que le mariage va devenir soit entre un homme et une femme, qui est le cas en Inde, et qui n'a jamais été instauré en tant que mariage, tant qu'il n'a pas eu besoin de produire les papiers pour l'immigration. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce que Ruth Venita dit, que dans les années 90, c'est tard, hein, les années 90, c'est dans les années 90 que les premiers certificats de mariage commençaient à arriver. Parce que les parents de ceux qui ont été immigrés avaient besoin d'aller voir leurs enfants. Et que l'Amérique, normalement, et l'Angleterre demandaient un certificat de mariage pour montrer les liens familiaux. Donc, il y a cette question de, OK, c'est cette logique téléologique par le fait qu'il y a une diaspora indienne qui existe en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, qui fait qu'on rattrape le retard. C'est-à-dire qu'on produit les certificats de mariage maintenant. Qui dit certificat de mariage dit aussi le fait que les personnes de même sexe n'ont pas accès à ce certificat parce que le mariage n'est pas encore voté. Et même quand le mouvement queer est en train de demander le mariage de même sexe, les trans vont laisser de côté parce que les trans maintenant ont d'autres questions qui est qu'aujourd'hui on leur force à choisir le T.
c'est-à-dire sur le passeport, il y aura M, F et T. Donc, vous avez choisi soit M, soit F, soit T. Donc, ce que veulent les trans, c'est qu'il n'y a pas mention de genre sur les sur les passeports. Et ça devient très complexe. Donc, tu vois, les trans, ils ne veulent plus être associés au mouvement queer à cause de ça. C'est que le gouvernement passe les lois sans leur demander leur avis et qu'il faut absolument s'identifier au T. Beaucoup de trans ne veulent pas parce qu'ils disent on n'a pas changé pour finalement rester pas homme, pas femme, quoi. Et donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Je pense que tant qu'on n'a pas pensé à un mouvement collectif de solidarité qui existe dans une moindre mesure en France, les minima sociaux, etc., et que la santé, tant qu'on n'a pas réfléchi à un modèle qui va aller de plus en plus de solidarité envers ceux qui ont moins, le mariage restera important parce que le mariage, c'est aussi une sécurité au cas de décès de l'un ou de l'autre, je pense aussi, et d'autres choses. Je ne connais pas les lois sur le mariage en France. Mais je vais dire, il y a déjà ça. Et deuxièmement, dans un pays comme l'Inde, où je n'ai pas envie d'être trop négatif, mais on va dire 90% des femmes sont perdantes dans le mariage. Parce que pratiquement toute femme va vivre avec ses beaux-parents. Dans un contexte comme ça, très hétéronormé, de vouloir un mariage uniquement entre deux personnes de même sexe, moi je trouve ça, pourquoi ne pas faire, OK, qu'on fait un même mouvement, si je pouvais faire ce même mouvement, où les filles ne quittent pas leur maison ou leurs parents, où elles vivent avec leur homme ou femme, etc., dans un foyer ailleurs, qu'elles fondent le foyer, qu'elles ne sont pas obligées de vivre comme sous-humains avec leur... Oui, mais justement, imagine qu'en Inde, on autorise le mariage des personnes de même sexe. Qui va aller vivre dans la belle famille? On ne peut plus le dire. Et donc, est-ce que s'il n'y avait pas beaucoup de mariages homosexuels, du coup, ça poserait la question de l'absurdité de la règle que forcément la femme va vivre dans la famille de son mari? Tu vois ce que je veux dire? C'est là que c'est pas le mariage en soi qui est sexiste, c'est ce qu'on en fait. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et ensuite, moi, je pense vraiment que, tu vois, quand tu dis, bah, il n'y avait pas de certificat de mariage avant les années 90, bah oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de mariage. Oui. Tu vois, c'est le mariage, ça a toujours existé, en fait. Même quand ça n'existait pas, ça existait. Et même les gens qui ne sont pas mariés, on le voit très bien en France, de plus en plus aux États-Unis, c'est encore plus flagrant. Aux États-Unis, on n'est pas marié, mais en fait, on est marié. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui se séparent, on voit ça avec les stars, ils se séparent, ils n'ont jamais été mariés et ils se font des procès l'un l'autre parce qu'en fait, ils ont été concubins, ils peuvent le prouver. Et donc, après tout, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir la maison à Malibu c'est ce qui est arrivé à Martina Navratilova à une époque où le mariage homosexuel n'existait pas. Donc l'ironie, c'est quand même qu'il n'y avait aucun droit, mais par contre, tous les devoirs du couple hétérosexuel. Et ça, en fait, ça montre que le mariage, il existe indépendamment de s'il existe sur le papier. Et voilà, bref, voilà, j'arrête parce que je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est très bien, c'est très enrichissant. Merci Anne. Merci. Merci Sandy, merci Anne. Il y a une question de Zora que je ne vois plus. Alors, Zora avait une question, mais c'est déconnecté. Je la vois plus. Non, je suis là. Ah, pardon. Voilà. Merci Zora. Beaucoup Sandeep. Je voulais juste m'assurer d'un point, si j'avais bien compris. Je voulais juste savoir si c'était le nationalisme hindou qui avait intégré un peu la mouvance queer, notamment à travers les deux figures que vous avez mentionnées, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est la mouvance queer qui est venue intégrer du nationalisme hindou, notamment dirigé contre la minorité musulmane. Donc, ça a été dans quel sens selon vous? C'est très compliqué parce que le nationalisme hindou a commencé en 92, même avant 92, avec la démolition de mosquées de Ayodhya dans le centre de l'Inde. C'était en 92.
Sauf que ce n'était pas le parti hindouiste au pouvoir, c'était le parti Congress au pouvoir. Donc c'était un peu entremêlé. Après, le mouvement queer ne date pas d'aujourd'hui. Le mouvement queer, c'est aussi des années 80 parce que Ashok Lokavi, il est là depuis 1984. Donc, il y a un mouvement queer avant aussi. Donc, il y a toujours eu ça. Le problème, c'est que le gouvernement indien nationaliste, depuis 2014, essaye de faire, 2009, pardon, 2009, ils sont arrivés au pouvoir 2009-2014, donc là, voilà, troisième fois 2019. Depuis 2009, essaye de faire reculer ça en disant que ce n'est pas très indien de décriminaliser l'homosexualité. L'acte homosexuel n'est pas très indien. Voilà. Donc, il y a ce côté de Cour suprême qui a à peu près été juste là-dessus en disant on va quand même annuler cette loi en 2018 et c'est toujours le parti nationaliste hindou qui a dit regardez c'est nous qui avons fait ça, sauf que le gouvernement chaque fois se présentait à la Cour suprême pour écouter la pétition, refusait de dire que ça pouvait être indien. Donc ils ont joué le jeu. Et depuis que c'est décriminalisé, ils ont pris tout sur eux en disant, regardez, nous, on est beaucoup plus avancés que les musulmans ou les chrétiens, etc. Parce que dans l'hindouisme, l'homosexualité n'est pas interdite. Après, qui va lire tous ces textes où c'est marqué, il faut battre sa femme, etc. Enfin, qui va lire ça? Personne ne lit ça juste parce que le gouvernement dit que dans l'hindouisme, ce n'est pas interdit. Et je pense que c'est cette pensée qui est dominante en Inde, qui est diffusée un peu partout dans le monde par la diaspora aussi. Que l'hindouisme était une religion très ouverte, etc. Regardez, on est le seul pays, on est entouré de Bangladesh et Pakistan, et on est le seul pays à décriminaliser l'homosexualité. Ils oublient que le Népal l'avait fait il y a longtemps, avant l'Inde. Ils oublient que le Pakistan a instauré le troisième sexe avant l'Inde. Ils oublient ça aussi. Mais c'est une question de garder les frontières, je pense. Donc, je pense que les deux sont entrecroisés, les deux sont entremêlés, mais le gouvernement tire son jeu d'épingle. Ils prennent tout sur eux en disant, regardez, nous, on a fait ça. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord, merci beaucoup. Merci Zora pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien encore poser une petite question, si c'est possible. Et Gandhi, et l'homosexualité de Gandhi, est-ce que c'est connu ou est-ce que c'est discuté? Oui, c'est très connu. Après, aujourd'hui, le gouvernement est anti-Gandhi. Gandhi était considéré pro-musulman, pro-tout, etc., donc pro-chrétien. Et ils sont en train de le peindre que c'était quelqu'un de négatif. Mais il y a un autre versant de Gandhi qui est très important, que les études décoloniales ont trouvé, c'est que Gandhi était un raciste notoire, notamment quand il était en Afrique. Et qu'aujourd'hui, de dire que c'était quelqu'un de non-violent et tout ça, ça ne fait pas justice à la personnalité de la personne, comme on a des mêmes débats en Angleterre avec Churchill. Mais je veux dire, Gandhi, quand quelqu'un est en train de dire que Gandhi est quelqu'un de non-violent et qu'il était homosexuel, etc., enfin, ça pâlit par rapport à quel point il était sexiste, c'est des rumeurs, mais c'est aussi documenté dans ses livres qu'il couchait avec des jeunes femmes, etc., et des jeunes hommes aussi, pour tester qu'il était célibat, enfin, son célibat. Enfin, c'est hallucinant. Au premier partie du XXe siècle, faire ça, c'est hallucinant. Je peux comprendre que ça peut se faire au XIXe siècle, mais pas au XXe siècle quand même. Je pense que oui, c'est discuté, mais ce qui est beaucoup plus discuté aujourd'hui, c'est qu'il est appelé le Father of the Nation, le Père de la Nation. C'est ce symbole-là qui est attaqué, y compris par ceux qui sont antiracistes et qui ont découvert que voilà, il n'était pas glorieux en Afrique du Sud.
où il était très content d'être avec les Anglais et qu'il oubliait que le troisième côté était aussi les autochtones de l'Afrique du Sud. Et que dans les recherches, vraiment, de l'Asie du Sud, on est en train de mettre en question la colonisation, en disant que la colonisation ne pouvait pas arriver sans la complicité des castes supérieures. Et que ça, c'est extrêmement enrichissant et extrêmement fascinant aujourd'hui de trouver que cette complicité a fait qu'un petit pays comme l'Angleterre a pu régner sur l'Inde. Pas seulement complicité, mais une complicité active où le pouvoir était divisé entre les riches indiens, ou l'élite indienne et les Anglais, et que quand les gens ont changé de pouvoir, c'est-à-dire quand l'indépendance est arrivée, ce n'était pas l'indépendance pour 80% de la population. C'était, donc je pense que c'est ça ce qui est beaucoup plus intéressant en ce moment avec les études postcoloniales. Merci beaucoup, Sandip. On a une dernière question de Kaoula. Je ne sais pas si on dit Kaoula ou Raoula. C'est Raoula. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et pour toutes les réponses aux questions que vous avez offertes, Sandip. Donc, ma question, c'est, en fait, je me demande comment réfléchir. Vous avez parlé du système de caste, etc. Et je me dis comment réfléchir le système de classification donc, par caste et le système de classification raciale et son évolution, entre autres. Comment le racisme évolue et maintenant, on parle davantage aussi de racisme qui est culturel. Dans une approche décoloniale, est-ce qu'il y a un cadre qui nous permet de réfléchir les deux tout en tenant compte des spécificités, évidemment? Puis est-ce que le système de caste peut être réfléchi comme une forme de racisme ou pas, etc. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes au courant de livre de Isabel Wilkerson. Je pense vous faites référence à ça, que le racisme est un castisme et le castisme est un racisme. Et je pense que beaucoup d'intellectuels qui travaillent sur le caste ne sont pas d'accord pour la simple raison que le racisme a reçu tellement de focus des études qu'il y a multiples façons de problématiser le racisme, la race notamment, parce que maintenant on parle des États-Unis différents que la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne avec leurs histoires, et qu'ils disent que le plus ancien système de classification sociale reste la caste. C'est-à-dire que Gobineau, c'est 19e siècle ou 18e siècle ou avant, ou quelqu'un qui est avant 16e siècle. Mais ça a été instauré depuis le 4e siècle. Le système de caste où la profession devient quelque chose qui est obligatoire parce qu'on est né dans une certaine caste. C'est-à-dire que si on est né de parents intouchables, on restera intouchable et on fera, par exemple, on va nettoyer les toilettes, etc. On restera là. On n'aura pas accès à autre chose. Et ça, c'est vrai pour l'Inde d'aujourd'hui. Je parle de 2021. C'est vrai pour l'Inde d'aujourd'hui. Je suis très négatif, mais c'est vrai. Quelque part, ce système perdure depuis le 4e siècle. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'ils disent aussi que le système racial s'est développé parce qu'il y avait le système de caste qui le précédait et qu'il y a eu des va-et-vient et que les gens ont compris comment ça marchait, etc. Donc, je pense que ça, c'est des études scientifiques historiques plutôt, des historiens qui ont trouvé qu'il y a eu des va-et-vient et comment ça marchait. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les deux parce que l'Inde a ses spécificités, notamment par le colorisme, qui est très différent de racisme, c'est-à-dire la beauté poète un peu eurocentrée, couleur claire, etc., qui est aussi, par exemple, dans les pays de Maghreb ou ailleurs, ou au Moyen-Orient, et qu'aujourd'hui, si quelqu'un a une couleur de peau beaucoup plus sombre, on va forcément dire que c'est la basse caste. Pas classe, mais caste. C'est-à-dire que ses ancêtres devaient être de basse caste. Donc, vous voyez, c'est un système qui est bien développé. Hein. C'est depuis tellement d'années et c'est bien travaillé, et c'est bien ancré. C'est sale, par exemple, la notion de pureté qui a été inventée. Aussi la notion de
qui est végétarien et qui n'est pas végétarien, par exemple. Mais ce qu'ils disent, c'est que le végétarianisme s'est développé uniquement par les hautes castes parce que les autres mangeaient la viande. Donc, il fallait se distinguer. Donc, il y a toutes ces études qui montrent à quel point dans la société, c'est ancré. Donc, je ne suis pas sûre qu'une comparaison serait le meilleur, mais je pense que beaucoup de personnes, notamment l'activiste et intellectuel B.R. Ambedkar, le premier qui a été à Columbia comme intouchable, qui a fait des études et qui a écrit la Constitution de l'Inde, il avait écrit à toutes les personnes connues de l'époque en 1950 et 1960. Il avait conversé avec eux par lettres pour demander qu'est-ce qu'ils pensaient de caste, qu'est-ce qu'ils pensaient de race, etc. Donc, il avait fait ces liens. Donc, ces liens existent, évidemment. Mais comme toute étude comparative, je pense qu'il faudra faire un peu attention à ne pas dire que la question raciale américaine a été imposée en Inde. C'est pas faux. Comme la question, comme il y a eu des études qui ont été démenties que les Anglais avaient inventé la caste. Ça a été démenti parce qu'ils ont trouvé des textes d'avant les Anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très attention à dire que le castisme précède la colonisation. Merci beaucoup, Sandip. Alors, on a une dernière question de Noam Pouillot. Vraiment, ce sera la dernière pour qu'on respecte le temps de pause et qu'on ait l'intervention de Naïma. Donc, Noam. Oui, merci beaucoup. Bonjour Sandip, bonjour tout le monde. Oui, en fait, c'est en t'entendant parler là des castes et de la potentielle complicité des classes dominantes indiennes avec les colons anglais pour que la colonisation soit possible. En fait, moi, j'ai évolué quelques années dans les milieux du yoga. Et du coup, j'ai fait partie d'une association où du coup, notre prof faisait venir des intervenants indiens sur des objets précis dans le yoga. Et après une discussion avec pendant une discussion avec cet intervenant, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment même une complicité de classe. Alors, je sais pas si on peut dire de classe parce que voilà, enfin, je trouve que c'est difficilement transposable. En tout cas, je m'y connais pas assez, mais il y avait vraiment ce truc de non, mais nous, on n'est pas religieux. Enfin, la religion, c'est un peu pour le peuple parce qu'il est idiot. Du coup, il faut des mythes. Mais nous, c'est au-delà. Et du coup, ça faisait un peu comme créer une complicité de nous. On comprend qu'on n'a pas besoin de toutes ces histoires. Et du coup, ça m'avait vraiment beaucoup interrogé. Et bon, aussi dans ma posture de blanc français qui fait du yoga, de me dire, OK, alors ces histoires d'appropriation culturelle, c'est beaucoup plus compliqué que… Enfin, bon, bref, voilà, j'avais juste envie de vous interroger par rapport à ça, si vous aviez un avis, parce que j'imagine que bon, le yoga, vous avez dû apprendre des trucs là-dessus, parce que c'est un peu incontournable, j'imagine, par rapport à la enfin, oui, à la colonisation et à l'appropriation culturelle. Du coup, je me demandais si vous aviez des choses à partager là-dessus. Merci Sandip, si vous pouvez oui, faire une réponse. Très bref, très bref. Je ne crois pas qu'il y a l'appropriation culturelle et je pense que je vais prendre des faire de beaucoup de personnes indiennes. Je ne crois pas dans le contexte indien qu'il existe l'appropriation culturelle. Dans le contexte indien, dans le contexte de population noire, esclavage, etc., qui est passé avec les cheveux et tout ça, oui. Mais pour le contexte indien, c'est juste le fétichisme culturel. Rien d'autre que le fétichisme culturel. Et tous les diasporiques qui se relèvent de « oh là là, c'est appropriation culturelle », je n'ai pas envie de leur parler parce que ce n'est pas vrai. Appropriation culturelle, c'est quand on fait l'argent sur quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on apprécie une culture. Quand vous regardez toutes les personnes en train de faire du yoga, etc., ils ne sont pas en train de faire de l'argent. À part l'instructeur de yoga, personne ne fait de l'argent. Ce n'est pas un brand. Et vous voyez, c'est très compliqué parce que c'est un pays qui est tellement énorme et les gens qui sont tellement éparpillés un peu partout. Il y a des gens qui commencent à dire « mais oui, mais quel droit est-ce que les diasporiques auraient le droit de faire ceci ou cela aussi ?»
Et puis, il y a aussi cette notion de diasporique, ce qu'ils ont appris de leurs parents et que ce que leurs parents ont appris. Moi, je me souviens très bien, il y avait une cousine qui était venue chez nous quand on était en Angleterre et qu'elle nous demandait pourquoi on faisait un certain truc, parce qu'en Inde, ils ne le faisaient plus et que nous, on était resté à un rituel qu'elle ne connaissait pas. Donc, vous voyez, le pays avance différemment que la diaspora. Donc, je pense que la question d'appropriation culturelle, c'est plus une question diasporique que vraiment pour les Indiens. Les Indiens, ils s'en fichent. À la limite, ils vont rigoler quand ils voient quelqu'un en train de mettre, je ne sais pas, des habits indiens, etc. Ils vont dire, oh, ben c'est super, ils portent nos habits. Après, est-ce qu'on va s'interdire de manger de la nourriture indienne? Je ne sais pas. Et je pense que, notamment pour l'Inde, pour les pratiques hindouistes en Inde, l'appropriation culturelle ne marche pas. C'est fétichisme plus qu'autre chose. Merci, je vous écrirai sans doute un mail pour vous demander des références. Oui. Merci beaucoup. Merci pour vos échanges. Merci beaucoup, Sandy. Alors, je vous propose qu'on prenne... on reprend à 45, c'est ça, Léna? Voilà, donc ça avait fait 12 minutes de pause. Donc, merci. On vous retrouve, Sandy? Oui, je reviens. Oui, d'accord. Super. À tout de suite, tout le monde. À tout de suite. Bonne pause. Donnez le mot de la fin à Hélène pour qu'on puisse conclure la séance. Merci, merci. Je rebondirais juste par rapport à ce que vous venez de dire, Naïma, quand on parle vous évoquez les contradictions. Je crois que les contradictions, ça fait partie des choses qui sont humainement peut-être les plus partagées. Ce serait pas intéressant. C'est comme l'ethnocentrisme. Moi, je pense que c'est une valeur qu'on retrouve. Donc, non, c'était riche. Et puis, je pense que ce que vous avez évoqué, on va devoir se quitter, mais par rapport finalement aux questions d'assignation, de vulnérabilité ou je suis fatiguée d'invulnérabilité. Ça renvoie en écho aussi à l'intervention de Sandip et sur la question toujours de la positionnalité du chercheur et voilà, qui peut parler pour qui. Ça renvoie à toujours ça et effectivement qui est-on et comment se positionne et est-ce qu'on n'est pas toujours en train de voir des personnes dans une certaine souffrance qui elles-mêmes ne se voient pas dans cette souffrance, etc. Voilà, donc je pense qu'il y aurait plein de choses, mais je pense qu'on va se retrouver parce qu'on va échanger sur la suite de tout ça. Alors, en écho à ce qui a été évoqué tout à l'heure, alors c'est les derniers séminaires de l'année, mais bien sûr, on en organise d'autres pour l'année universitaire à venir. Donc, on vous transmettra bien sûr le programme au fur et à mesure, mais là, c'est vrai qu'on va se quitter avant l'été. Donc, bonne fin d'année universitaire à toutes et à tous. Et puis, merci pour vos questions, merci pour votre implication et merci pour tout. Merci. Merci à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Donc, je regarde le chat. Merci.